Bonjour à tous, je suis très heureuse de pouvoir intervenir à ce colloque sur ce sujet particulièrement difficile mais important des mineurs auteurs d'infractions sexuelles. Je remercie Madame Véraquin de m'avoir proposé de faire cette intervention. Donc j'interviens en tant en l'occurrence que magistrat qui a eu des fonctions plus particulièrement en lien avec les mineurs puisque j'ai été substitut en charge des mineurs ainsi que juge des enfants pendant quelques années. Donc la façon dont j'envisage cette intervention, c'est dans une première partie de faire un état des lieux, ensuite d'aborder l'aspect plutôt protection et prévention et de terminer par l'aspect répression. Alors en ce qui concerne l'état des lieux, ce qui caractérise actuellement les atteintes sexuelles de mineurs, notamment sur d'autres mineurs, c'est que c'est un phénomène qui est très clairement en pleine expansion. Depuis déjà un certain nombre d'années, on a des sources statistiques qui sont très fiables à cet égard. Il y a notamment une récente étude de la protection judiciaire de la jeunesse sur la prise en charge des mineurs auteurs d'infractions sexuelles qui date de 2023, donc qui est relativement récente, qui confirme une progression des chiffres qui est particulièrement importante. Puisque ce rapport indique que cette hausse entre 96 et 2018 pour les mineurs auteurs d'infractions sexuelles est de plus de 279% pour les viols et plus de 315% pour les agressions sexuelles. On a aussi notamment un rapport du Sénat qui date du mois de septembre 2022 sur la délinquance des mineurs, qui précise qu'en 5 ans, c'est-à-dire entre 2016 et 2021, les violences sexuelles de mineurs sur d'autres mineurs ont augmenté de 59%. Alors c'est une progression qui est assez vertigineuse, c'est des chiffres très inquiétants qui doivent, à mon sens, nous interroger, notamment sur les causes de cette augmentation particulièrement importante, puisque avant d'aborder tout ce qui est de l'ordre de la répression, qui relève plus particulièrement du magistrat, il me semblait important d'aborder ces causes. Alors, ces causes, elles sont, à mon sens, révélatrices d'un phénomène sociétal, en tout cas d'un contexte sociétal. On peut se demander pourquoi en 2024, nos enfants, nos mineurs sont beaucoup plus potentiellement des agresseurs sexuels qu'il y a 10, 20 ans. C'est qu'il faut sans doute chercher ces raisons, notamment dans notre société, puisque c'est pas anodin. Nos enfants sont façonnés par un certain contexte sociétal, familial, un environnement scolaire, etc. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette augmentation massive? On entend ça et là dans les médias des hommes politiques qui parlent d'ensauvagement de la société, qui parlent de décivilisation. Alors, c'est un phénomène effectivement qu'il faut prendre en compte et qui impacte en premier lieu les plus vulnérables qui sont les enfants. On a effectivement 2 axes, j'allais dire, qui peuvent expliquer cette augmentation. On a une société qui est très clairement de plus en plus violente. Ça, c'est les statistiques officielles, là aussi, qui nous le disent, les statistiques police et justice, qui font état d'une violence de plus en plus importante dans notre société. Donc tous les indicateurs sont en hausse et particulièrement pour les atteintes aux personnes, c'est-à-dire les faits de violence, de vol avec violence, les tentatives d'homicide, mais aussi les agressions sexuelles. Et c'est pas anodin par ailleurs que dans nos prisons qui sont actuellement totalement surpeuplées, il y ait énormément de détenus qui soient là pour des atteintes aux personnes, beaucoup plus qu'il y a quelques décennies, où les directeurs de prison notamment remarquaient que il y a 30-40 ans, les détenus étaient beaucoup plus là pour des atteintes aux biens, des escroqueries, des vols, ce genre d'infractions, que désormais c'est beaucoup plus des atteintes aux personnes qui justifient les condamnations et les incarcérations des détenus. Donc ça peut nous interroger, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui est réel de violence sociétale à laquelle sont confrontés beaucoup de mineurs. Alors les mineurs, ils peuvent être confrontés à cette violence très tôt. Ça, c'est les chiffres sur le harcèlement scolaire que je trouve assez intéressants, qui sont très inquiétants aussi. C'est les chiffres de la Direction générale de l'enseignement scolaire qui précisent qu'entre 800 000 et 1 million d'élèves seraient chaque année victimes de harcèlement scolaire, c'est-à-dire entre 6 et 10% à peu près des élèves, ce qui est particulièrement important. On voit qu'il y a une violence qui imprègne même les établissements scolaires et ce même dès l'école, c'est-à-dire dès la primaire. Il y a aussi beaucoup, ça on le verra dans un second temps, d'enfants auteurs qui ont été d'abord victimes, notamment victimes de violences intrafamiliales.
Alors au-delà de ce phénomène de violence qui imprègne à la fois la société, certains milieux familiaux, une autre problématique qui, impacte significativement les mineurs, c'est, le contexte hyper sexualisé dans lequel ceux-ci, baignent. À cet égard, on a un rapport de 2016 de l'Observatoire national de la protection de l'enfance qui relevait que parmi les conduites à risque d'enfants ayant fait l'objet d'un signalement, les comportements dits érotisés, notamment de très jeunes enfants, avaient plus que doublé sur quelques années entre 2010 et 2014. Donc là aussi des interrogations. Pourquoi on a des enfants de plus en plus tôt ayant des comportements de plus en plus, érotisés, voire sexualisés, facteur à la fois, de risque de passage à l'acte, que ce soit en tant qu'auteur ou en tant, que, victime. Alors sur cet aspect de comportement, sexualisé de plus en plus tôt, il y a une explication, qui relève d'un consensus entre tous les spécialistes qui travaillent en lien avec les problématiques d'auteurs mineurs ou d'auteurs victimes, que ce soit, la police, les pédopsychiatres, les éducateurs ou les magistrats. C'est, l'exposition massive, des jeunes, de plus en plus jeunes, à la, pornographie. Donc, je vais aborder ce point qui me semble particulièrement important, puisqu'il y a un consensus véritablement sur le fait que c'est un vrai problème de société et qui n'est pas anodin dans le thème qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les auteurs mineurs d'infractions sexuelles et notamment leur augmentation significative. Alors, déjà, quelques chiffres qui sont là aussi très inquiétants. Selon l'ARCOM, il y aurait chaque mois plus de 2 millions de mineurs qui fréquenteraient des sites pornographiques. Dès 12 ans, plus de la moitié des garçons qui se rendent chaque mois sur ces sites, à savoir que l'âge moyen du premier visionnage de films porno est à peu près de 10 ans. Il faut savoir que cette première exposition, elle est très souvent involontaire, elle survient très souvent avant 12 ans et elle provoque à chaque fois des traumatismes très importants qui peuvent même laisser des séquelles psychologiques. Il y a un rapport très intéressant qui émane de la commission d'information du Sénat qui s'appelle Porno, l'enfer du décor, qui a été publié en septembre 2022, que vraiment je vous invite à lire en partie, notamment toute la partie qui concerne la jeunesse et les mineurs, qui est très intéressant sur les causes de cette augmentation des comportements sexualisés chez les jeunes. En l'occurrence, ce rapport que vous pouvez trouver très facilement sur internet, sur le site du Sénat, évoque, les conséquences de la consommation massive de pornographie qui est de plus en plus, violente et qui véhicule une image, particulièrement dégradante de la sexualité, mais aussi du rapport aux femmes et son impact sur les mineurs. Il y a des études qui ont pu établir des liens entre une consommation massive de pornographie et des attitudes violentes, notamment sur un plan sexuel. Ça a été constaté notamment par des chercheurs, mais aussi ça se vérifie dans les enquêtes de police qui concernent les viols, etc. Alors, ce qui vaut pour les majeurs vaut a fortiori pour les mineurs, bien évidemment, qui sont pas encore tout à fait construits, surtout qui restent influençables par définition, étant donné leur très jeune âge, ils sont d'autant plus impactés par ces images et par ces vidéos. Alors, il y a tout un chapitre de ce rapport du Sénat qui est intitulé Une jeunesse en danger. Dans ce chapitre, les sénateurs alertent sur les conséquences de cette industrie sur les mineurs. Certains psychologues qui ont été entendus par les sénateurs évoque même la notion de viol psychique pour les plus jeunes qui sont confrontés à la pornographie et la gravité des séquelles qui sont liées à ce trauma. Une autre difficulté concernant les mineurs, c'est que très souvent, particulièrement quand il y a un contexte parental ou familial défaillant, l'éducation à la sexualité se fait via le visionnage du porno. Or, dans ces films-là, et c'est de plus en plus vrai, il y a véritablement, des scènes, particulièrement violentes, particulièrement, dégradantes et qui mettent en avant, systématiquement un rapport de domination, à l'égard, de la femme. La difficulté, c'est que pour ces jeunes qui ont aucun recul, je pense notamment, aux jeunes qui sont dans les cités ou dans des familles qui sont, qui peuvent être carencées, il y a aucun recul, voilà, sur ces images et une banalisation, du coup, des pratiques, qui sont montrées. Il y a une chercheure et professeure, Sophie Jaël, qui a été entendue aussi par le Sénat,
qui indique que le visionnage des, images pornographiques ne conduit pas à leur mise à distance, mais plutôt à la banalisation de leurs pratiques, des pratiques montrées, ce qui s'aggrave aussi en cas d'accoutumance au porno où les consommateurs vont se diriger vers des contenus de plus en plus, violents. Alors ça rejoint aussi des constats qui sont faits, au niveau, des magistrats, puisqu'il y a un substitut du procureur qui a été aussi entendu par, le Sénat qui traite, notamment de la prostitution et de la traite des êtres humains, des mineurs, qui a pu indiquer, que les jeunes garçons auxquels, il était confronté dans son, métier, considèrent que ces, échanges sexuels qui sont vus, sur les films pornographiques sont la norme sexuelle. Les films pornographiques qu'ils regardent à un moment où ils sont en construction et se socialisent vont influer sur leur rapport aux femmes en général et dans leur vie sexuelle. Les sénateurs, par ailleurs, dans leur rapport, indiquent que la culture du viol est prégnante, dans la pornographie. Elle est ainsi évoquée, donc, les scénarios de viol dans les vidéos pornographiques et le non-respect constant du nom de la femme ont des répercussions sur l'idée que se font les jeunes de la notion de consentement. Pour le gynécologue et professeur Israël Nissan, qui a aussi été entendu dans le cadre de cette commission sénatoriale, il estime que la pornographie est un apprentissage au non-consentement qui assume la déshumanisation systématique de toutes les femmes et leur humiliation. Et de fait, le rapport relève que les professionnels, de façon générale, constatent de plus en plus un développement de comportements sexualisés chez les jeunes adolescents et les enfants. Ils établissent par ailleurs aussi un lien entre la banalisation de la consommation de pornographie et l'augmentation de la prostitution, et notamment de la prostitution forcée des mineurs. Et enfin, il y a aussi une capitaine de police, puisque c'est évidemment des constats, tout cela, qui sont bien évidemment faits au niveau des enquêteurs, qui a rédigé ce livre, Affaires d'ados au pluriel, qui alerte sur les dangers de cette sexualisation toujours plus jeune et directement dépendante d'Internet et des films pornographiques, qui, selon elle, contribuent largement à expliquer l'augmentation du phénomène des mineurs auteurs d'infractions sexuelles. Alors, heureusement, il existe, des remèdes à ce fléau, parce qu'on pourrait rester sur cet état de lieu qui est particulièrement catastrophique. Il existe des remèdes, il y en a 2. C'est, bien sûr sur un plan éducatif et encadrement, des mineurs, et l'autre, c'est une responsabilité politique qui, du coup, engagerait les, législateurs. Sur le plan de l'encadrement, c'est bien évidemment les parents, au premier chef, qui ont cette, responsabilité de, se montrer vigilants par rapport à ce que les enfants regardent sur internet. Pour ma part, en tant que juge pour enfants, j'alertais systématiquement et très régulièrement sur le fait, que des parents, donnaient à leurs enfants des smartphones avec accès à internet, et ce, de plus en plus jeunes. Et on pouvait que constater une forme de naïveté et d'imprudence de la part de ces parents qui s'imaginaient pas du tout sur quel type de vidéos leurs enfants pouvaient, tomber. La problématique dans les mineurs auteurs d'infractions sexuelles, ça aussi les études le montrent, c'est que c'est bien souvent, des, mineurs qui justement, pâtissent d'un encadrement familial et parental, défaillant, et qui donc sont pas protégés, en l'occurrence, par rapport à ces images dans un cadre familial. Alors, au-delà de la responsabilité éventuelle, des parents et de l'encadrement, il y a aussi la responsabilité, politique, puisque je rappelle que le code pénal, interdit toute diffusion de contenu pornographique susceptible d'être vu par un mineur. Autant dire que, c'est largement, pas du tout, respecté. C'est pourtant un délit prévu par le code pénal, et à cet égard, le rapport du Sénat recommande que soit appliquée, tout simplement, cette loi, et que la conséquence logique serait de bloquer, les sites ou les réseaux, qui proposent des contenus, pornographiques susceptibles d'être vus par des mineurs sans, la moindre vérification de l'âge de l'utilisateur. Alors il y a, des projets ou des propositions de loi qui sont en cours, à cet égard, mais pour le moment, effectivement, il n'y a pas encore de législation suffisamment, cadrante. Cependant, il y a une jurisprudence récente de la cour d'appel de Paris qui date du 17 octobre 2024, qui a rendu une décision, très novatrice pour contraindre, les fournisseurs d'accès internet à bloquer l'accès aux sites pornographiques qui ne vérifient pas l'âge des internautes. C'est une décision donc qui date, du 17 octobre, qui date d'un mois en l'occurrence, qui est très, très, récente, et cet arrêt de la cour d'appel a ordonné le blocage de plusieurs sites pornographiques avec des hébergeurs extra-européens
et parallèlement à accorder un sursis aux plateformes qui sont hébergées dans l'Union européenne, puisque, sur ce plan, ils attendent une décision, de la Cour de justice des communautés européennes qui doit se pencher aussi sur ce sujet. Alors ce qui nous intéresse ici particulièrement, c'est la motivation de la Cour, puisqu'on a, en l'occurrence, un empiètement évident à la liberté, d'expression, mais la Cour fait primer l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette motivation, elle indique que l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale qui justifie de porter atteinte à d'autres droits tels que la liberté d'expression. Privilégier la protection de la vie privée des consommateurs majeurs est incompatible avec le droit des mineurs à être protégés de l'accès à des contenus inappropriés à leur âge, susceptibles de mettre en péril leur construction intime, de contribuer à des phénomènes addictifs et de favoriser la diffusion d'une image inexacte et dégradée de la sexualité. La Cour écrit précisément cette motivation. On voit ici que dans l'attente d'une éventuelle réforme législative, les magistrats ont su faire preuve d'une certaine innovation jurisprudentielle dans un souci de protection des mineurs. Alors après avoir donc fait cet état des lieux et avoir longuement évoqué ce sujet des causes et notamment de celle-ci qui me semblait essentielle, je vais aborder le rôle maintenant du magistrat à la fois dans la protection du mineur et aussi en termes de répression des mineurs auteurs d'infractions sexuelles. Alors je rappelle très rapidement que les professionnels en charge de la protection des mineurs sont au premier chef l'aide sociale à l'enfance et aussi le parquet des mineurs et le juge des enfants. L'aide sociale à l'enfance est généralement le premier intervenant dans les situations de mineurs en danger, c'est-à-dire que la justice est très souvent saisie par un signalement de l'aide sociale à l'enfance. Il peut aussi être saisi évidemment par d'autres professionnels qui sont en lien ou même des proches de la famille des enfants qui sont en lien avec des problématiques de danger. Hem, alors, il y a aussi cette loi du 5 mars 2007 qui a posé le principe de subsidiarité de l'intervention du juge par rapport à celle de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire c'est d'abord l'ASE qui intervient et si l'intervention de l'ASE n'est pas suffisante, à ce moment-là, on saisit un juge pour enfants. Alors parfois, la situation est d'emblée tellement grave que l'ASE va pas attendre de traiter seule la difficulté, mais va saisir très rapidement un juge pour enfants. Alors, il est évident que dans les phénomènes d'agression sexuelle, notamment entre mineurs, de mineurs sur mineurs, il y aura automatiquement une saisine judiciaire puisqu'on est dans le cas de figure où on considère que l'enfant est le plus en danger. Pour rappel, c'est l'article 375 du Code civil qui prévoit l'intervention du juge des enfants en assistance éducative, c'est-à-dire en cas de situation de mineur en danger. Cet article dit que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à la requête des pères et mères ou de l'un d'eux ou de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou même du mineur lui-même. Alors, c'est des mesures d'assistance éducative qui peuvent aller d'une intervention d'un éducateur régulièrement au domicile jusqu'à un placement de l'enfant. Dans les cas d'agression sexuelle entre mineurs, je l'indiquais, il y a très souvent une saisine assez rapidement. Bien évidemment, quand on est un professionnel, que ce soit dans le cadre scolaire, dans le cadre médical, en lien avec cette problématique, il faut surtout pas hésiter une seconde à saisir la justice. Voilà, je le dis parce qu'il y a parfois des hésitations de certains professionnels à le faire parce qu'ils pensent que c'est parfois ça peut faire pire que mieux, mais surtout pas. On voit que il faut, dans ces situations que, la justice, notamment le parquet mineur et le juge des enfants, interviennent le plus rapidement possible pour, protéger, les enfants. Alors pour protéger les enfants victimes, mais aussi, les enfants, mineurs auteurs, puisque on va considérer, bien évidemment qu'un mineur auteur, d'infractions sexuelles, il y aura un aspect répressif, mais il y a aussi un aspect mineur en danger. Surtout quand c'est des mineurs qui sont particulièrement, jeunes. Les statistiques indiquent que, il y a quasiment 30 des mineurs auteurs d'infractions sexuelles qui ont moins de 13 ans, ce qui est, considérable, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment très jeunes. Il est évident qu'un enfant de moins de 13 ans, qui commet, des actes d'agression sexuelle est aussi un mineur en danger.
au sens où son développement est gravement compromis au sens, du code civil. Alors très souvent dans ces cas-là, il y a une saisine du juge des enfants qui va amorcer un travail avec les parents et qui selon l'attitude et la capacité de réagir, des parents, va pouvoir ordonner soit des interventions éducatives, soit, des placements s'ils considèrent que la structure familiale est trop défaillante. Comme je l'ai indiqué, en préalable de cette intervention, un mineur auteur d'infractions sexuelles, très souvent, a été, d'abord victime, soit d'un contexte familial ou social carencé, voire de maltraitance, voire de violences, sexuelles. Là aussi, il y a, des statistiques assez précises qui indiquent que, une grande partie des mineurs auteurs ont subi eux-mêmes des maltraitances, que ce soit physiques, morales, d'exposition à la violence conjugale et souvent aussi des, violences, sexuelles. Le rapport de la protection judiciaire de la jeunesse que j'indiquais indique que la prévalence de la victimisation sexuelle est 5 fois plus élevée chez les mineurs auteurs d'infractions sexuelles que dans la population, générale. Donc on peut considérer qu'un enfant, maltraité malheureusement a plus de chances qu'un autre de devenir maltraitant, de devenir violent et qu'un enfant abusé a plus de chances qu'un autre de devenir, abuseur. C'est évidemment pas systématique, mais en termes de proportion, ça correspond à une réalité. Un pédopsychiatre, connu, faisait part de son expérience dans un livre et indiquait que dans le centre éducatif renforcé où il exerçait, 100 des filles placées avaient déjà subi, des incestes ou des agressions sexuelles, dans le cadre familial notamment, ou scolaire ou autre, et 60 des garçons et reproduisaient ensuite entre eux des comportements à risque et des comportements, d'agression sexuelle. Alors là, ça pose la question de l'encadrement, de ces mineurs, qu'on confie à des structures, que ce soit de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse et qui parfois se retrouvent à nouveau victimisés au sein, de ces structures. Malheureusement, on sait que ça, arrive et qu'actuellement, pour diverses raisons, il existe une situation très, dégradée de la protection de l'enfance que, j'aborderai, un peu plus loin, qui est aussi problématique puisque, le juge qui veut protéger les mineurs n'est même pas, certain, au jour d'aujourd'hui, que le mineur soit réellement protégé après dans les structures, d'accueil. Alors ensuite sur le traitement judiciaire pénal des mineurs, donc c'est ma dernière, partie en termes de répression. Tout d'abord un chiffre, aussi qui doit quand même nous éclairer, non pas pour relativiser, mais pour remettre aussi les choses, à leur place. Si on prend la totalité de la délinquance des mineurs, les mineurs auteurs d'infractions à caractère sexuel représentent à peu près 4,7 des mineurs qui font l'objet d'une affaire judiciaire. Donc ça reste quand même très, minoritaire, dans la population des mineurs délinquants. Le rapport de la protection judiciaire de la jeunesse que je citais tout à l'heure indique que, ces mineurs auteurs présentent 2 caractéristiques essentielles. La première, c'est une exposition précoce à la pornographie. Donc c'est ce que, j'indiquais assez longuement, dans ma première partie. Donc c'est constaté, c'est avéré, par, ce rapport de la PJJ. Donc c'est l'un des premiers éléments. Et le deuxième, c'est que la quasi-totalité des mineurs, étudiés par la PJJ ont subi un contexte de violence, familiale. Alors la difficulté aussi pour ces mineurs auteurs, c'est que comme ils ont, dans un certain nombre de cas, été aussi victimes, il peut y avoir 2 procédures parallèles en cours, c'est-à-dire l'une où il apparaît en tant que victime, notamment d'abus sexuels, et l'autre en tant, qu'auteur. Ce qui complexifie bien évidemment, le travail des éducateurs, surtout si la procédure où il est, victime, se trouve être classée sans suite. Dans ces cas-là, c'est, très compliqué pour les éducateurs de pouvoir gérer la procédure où le mineur est auteur, qui peut vivre comme une injustice, que son agresseur n'ait pas été sanctionné et que lui puisse éventuellement l'être, en tant, qu'auteur. Donc là-dessus, il y a une vigilance particulière, à avoir. Par rapport, à la nature des faits qui sont commis par les mineurs auteurs d'infractions sexuelles, ce même rapport de la PJJ indique que, ces faits sont de nature délictuelle dans 80 des cas. Délictuelle, c'est-à-dire il s'agit d'agressions sexuelles, de harcèlement, de corruption, de détention, d'images pédopornographiques et dans 20 des cas, il s'agit de faits de viol, donc de faits, criminels. Ce rapport relève aussi que dans plus d'un cas sur, 2, les agressions sexuelles sont commises au sein de la famille ou de l'entourage très proche
et que dans un quart des cas, à peu près, ils sont commis en institution, c'est-à-dire notamment les foyers de l'aide sociale à l'enfance, les écoles, les ITEP, etc. Il note aussi que par ces mineurs, la violence est assez rarement utilisée, contrairement à ce qu'on pourrait croire, que c'est plutôt des phénomènes ou des comportements de chantage ou de manipulation pour arriver à leur fin, avec souvent des rapports d'asymétrie qui sont liés soit au genre ou soit à l'âge, une différence d'âge significative qui fait que, par exemple, l'adolescent va, agresser une petite fille ou un petit garçon avec une différence d'âge significative, de sorte qu'il va pouvoir exercer une contrainte, morale. Rapport d'asymétrie fondé aussi sur le genre, donc ça c'est constaté, bien souvent chez les adolescents issus de certains milieux, notamment de milieux, populaires où il existe un phénomène de virilisme, d'exaltation, du machisme et une dévalorisation, du, féminin. Donc dans ces contextes-là, c'est vrai que le travail éducatif sera particulièrement, important. Par ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup de ces jeunes reconnaissent en général les faits. Dans 80% des cas, la protection judiciaire de la jeunesse constate qu'il y a une reconnaissance au moins partielle des faits d'agression sexuelle. Dans 15% des cas, ils reconnaissent totalement et dans 5%, donc c'est-à-dire une toute petite minorité, ils reconnaissent pas du tout. Alors s'il y a globalement une reconnaissance des faits, il y a aussi un phénomène très marqué de banalisation de la gravité des faits et notamment de leur impact sur les mineurs victimes. Il y a un manque d'empathie en général qui est assez prégnant et cette banalisation qui existe surtout s'agissant des faits incestueux, notamment quand il s'agit de rapports au sein d'une même fratrie. Alors dans ces situations, c'est, bien évidemment un travail éducatif et thérapeutique au long cours qui va être nécessaire, qui est indispensable, dans le but notamment de provoquer une prise de conscience chez le mineur sur la gravité des faits et sur les conséquences pour, la victime. Cette prise de conscience, elle sera, la meilleure garantie comme contre une éventuelle, récidive. Pour, ce qui concerne les, auteurs d'infractions sexuelles qui sont, des adolescents, on remarque que ce qui apparaît prégnant, c'est surtout la problématique du consentement. Notamment le consentement, des filles avec, une forme de mépris qu'on constate, chez certaines, classes, sociales ou, cultures. Un mépris des filles qui est assez marqué avec un problème de sexisme, prégnant. Donc je l'indiquais, une valorisation du machisme qui peuvent conduire à ces passages à l'acte et donc là, ce travail éducatif sera d'autant plus, important. Pour ce qui est par la suite du traitement judiciaire, pénal, il va être évidemment différencié selon la gravité des faits commis, mais aussi selon, l'âge. On ne va pas traiter de la même façon un mineur, de 6 ans, par exemple, qui aura commis des attouchements sur une petite fille de sa classe, de jeunes de 16-17 ans qui auront commis un viol collectif, dans une cave. Donc il y a, tout un tas de panels évidemment en termes de gravité où la réponse va pas être, la même. Déjà la première distinction, c'est la différence entre le viol et l'agression sexuelle que vous connaissez certainement. Le viol, on est sur du criminel, l'agression sexuelle sur du délictuel, donc des peines de réclusion criminelle beaucoup plus importantes qui sont encourues, pour, le viol, avec ça vous le savez sans doute, le système de l'excuse atténuante de, minorité, qui, a pour conséquence que la peine encourue pour les mineurs, est divisée par 2. Ce qui n'empêche pas, pour certains faits graves, de pouvoir prononcer des peines quand même, significatives. En matière, criminelle, c'est pas un juge des enfants qui va être saisi, c'est un juge d'instruction, puisque le juge d'instruction intervient obligatoirement en matière criminelle. C'est des procédures, qui malheureusement peuvent être particulièrement, longues, quand il s'agit d'une instruction, en l'occurrence, qui a cours. Quand les faits sont d'une particulière gravité, un mineur peut être placé en détention provisoire, notamment en cas de viol et de saisine du juge d'instruction, et ce dès, l'âge, de 13 ans. Un mineur, en général, va plutôt faire l'objet d'un contrôle judiciaire, c'est-à-dire une mesure de contrainte où il sera interdit d'entrer en contact avec la victime, avec, souvent des soins psychologiques et parfois une obligation de respecter un placement dans un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse. Alors si le mineur a plus de 16 ans au moment des faits, il sera jugé par la cour d'assises des mineurs, mais s'il a moins de 16 ans, c'est le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle qui va le juger. En matière délictuelle, ça va être très différent puisque c'est un juge des enfants qui va être saisi.
En matière délictuelle, c'est le principe de ce qu'on appelle la césure pénale, c'est-à-dire qu'il y a une première audience qui va porter sur la culpabilité. Ensuite, il va y avoir une mesure éducative et ensuite, il va y avoir l'audience sur, la sanction. Alors l'audience sur la sanction, elle sera soit devant le juge, pour enfants qui va statuer en audience de cabinet. Donc là, il ne pourra pas prononcer de peine de prison, il pourra prononcer des mesures éducatives ou des stages, par exemple, ou des travaux d'intérêt généraux, mais il ne pourra pas prononcer de peine d'emprisonnement. Devant le tribunal pour enfants, donc là, c'est un peu différent puisqu'on a une collégialité. C'est en l'occurrence, 3 juges. Donc il y a le magistrat, qui préside, qui est le juge des enfants et qui est assisté de 2 assesseurs qui sont les assesseurs du tribunal pour enfants, qui ne sont pas des magistrats professionnels, mais qui sont des citoyens qui sont sélectionnés en raison de leurs compétences particulières dans le secteur de l'enfant. Devant le tribunal pour enfants, donc des peines d'emprisonnement, là, peuvent être prononcées. Autre question qui est importante pour les mineurs, c'est la question du discernement. Donc il y a une présomption de discernement dès l'âge de 13 ans. C'est la raison pour laquelle les peines, notamment, sont possibles jusqu'à la peine de prison en matière criminelle, sont possibles à partir de l'âge de 13 ans. Il y a une présomption, par contre, de non-responsabilité en dessous de 13 ans. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a quasiment 30% des mineurs auteurs d'infractions sexuelles qui ont moins de 13 ans. Donc pour ces mineurs-là, ça pourrait être que des mesures éducatives qui pourront être prononcées à l'exclusion de peines qui peuvent être prononcées qu'à partir de 13 ans. La problématique aussi du traitement judiciaire, pénal des mineurs auteurs d'infractions sexuelles, c'est bien souvent le temps long de l'enquête qui va être assez difficile en général à vivre, pour tout le monde puisqu'on a, en premier lieu une enquête préliminaire qui va commencer à la suite de la plainte ou du signalement avec un certain nombre d'interrogatoires, d'auditions. On va terminer généralement par l'interrogatoire du mis en cause, ce qui fait que parfois le mis en cause peut être entendu plus d'un an après la révélation des faits, puisqu'on aura entendu auparavant, au préalable, la victime, les témoins, les parents, la famille, les proches, etc. Il y aura eu aussi très souvent des expertises, notamment des expertises médicales et psychologiques de la victime. Une fois que le mineur auteur sera entendu, alors il le sera très souvent à partir de 13 ans dans le cadre d'une garde à vue, puisqu'on considère que les faits d'agression sexuelle sont d'une particulière gravité, donc très souvent ça donne lieu à une garde à vue. À ce moment-là, le parquet décide des suites à donner, donc c'est assez rarement des alternatives aux poursuites, puisque là aussi on considère qu'on est dans le panel plutôt grave des infractions, donc ça sera bien souvent des poursuites. Ça pourra être aussi un classement sans suite s'il estime que les éléments à charge sont pas suffisamment conséquents pour pouvoir poursuivre, mais ça pourra aussi être des poursuites si l'enquête a démontré qu'il y avait des raisons plausibles de pencher vers la culpabilité du mis en cause. Très souvent, ces mineurs auteurs d'infractions sexuelles seront déférés au tribunal. C'est-à-dire que le défèrement, ils sont placés en garde à vue et ils sont accompagnés au tribunal sous escorte pour passer tout de suite devant un juge des enfants ou un juge d'instruction en cas de fait criminel, c'est-à-dire en cas de viol notamment. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, il y aura possiblement de la détention provisoire si les faits sont très graves dès l'âge de 13 ans, ou plus souvent des contrôles judiciaires. Et en tout état de cause, il y aura un suivi éducatif dans tous les cas qui se mettra en place pour pouvoir accompagner le mineur et sa famille dans ces situations. Ce qui est aussi marquant dans ces procédures, c'est que plus que d'autres procédures pénales, elles sont marquées par une souffrance très importante des parties. Alors évidemment, des victimes, de la famille des victimes, mais aussi du côté du mineur auteur. C'est pas anodin pour un mineur auteur de porter le poids de telles procédures. Et bien souvent, on va avoir un mal-être très important des mineurs auteurs avec des sentiments très forts, notamment de honte, de dégoût d'eux-mêmes, parfois de colère contre eux-mêmes et un encadrement du coup de la part, des magistrats et des éducateurs qui peut être, voilà, lourd et difficile, d'autant que dans ce type de fait, les mineurs sont assez peu enclins à s'exprimer et à parler. Il y a bien souvent, qui pèse sur eux, l'identification à une figure qu'ils considèrent comme monstrueuse, qui peut générer cette situation de mal-être important voire d'isolement.
En plus de ça, la révélation des faits entraîne bien souvent un effet de déflagration pour toute la famille, notamment les parents, du mineur auteur. Ça peut aller jusqu'à la famille élargie et il faudra un temps, souvent considérable pour que tous puissent se reconstruire, ainsi qu'un accompagnement particulièrement solide. Beaucoup d'intervenants disent que la vie, des uns et des autres est comme suspendue jusqu'au jugement. Donc il y a le temps particulièrement important, du jugement, qui permettra une fois, qu'il est passé, de trouver généralement un certain apaisement tant du côté des victimes que du côté, des, auteurs. Mais, jusqu'au jugement, il y a souvent un poids, très important, notamment pour le mineur auteur, qui est très souvent, très difficile à vivre. En conclusion, je dirais qu'il y aurait, beaucoup à faire, en l'état pour améliorer, notre justice, le traitement, des mineurs auteurs d'infractions sexuelles, que ce soit notre justice civile en termes de protection de l'enfance et pénale, notamment en termes de délai, puisque j'ai un peu insisté là-dessus, le temps long de l'enquête qui est très compliqué à vivre, bien souvent pour, tout le monde. Peut-être des réformes qui seraient nécessaires en termes de simplification de procédures et des délais, de jugement et de complexité de la loi, qui n'aident pas en matière de justice des mineurs. Il y a aussi une problématique, ça c'est certain, d'effectifs, c'est-à-dire que les magistrats qui interviennent en lien avec les mineurs sont, bien souvent pas suffisamment, nombreux. On a, à cet égard un rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice qui est sorti il y a pas très longtemps, dont les conclusions, sont, particulièrement alertantes pour le système judiciaire, français et qui constate qu'en France, on a toujours en moyenne 2 fois moins de juges et 4 fois moins de procureurs comparé à la moyenne européenne. Sur des panels de 100 000 habitants, on a une moyenne d'à peu près, 21 juges, sur le plan européen, comparé à 11 juges en France et pour le parquet, c'est encore plus inquiétant puisqu'on a en France, 3 procureurs pour 100 000 habitants. C'est le chiffre le plus bas en Europe, là où la moyenne européenne est de 12,2 pour 100 000, habitants. On voit bien, là qu'il y a quand même une vraie difficulté, au niveau, des effectifs qui sont très nettement insuffisants. On a actuellement, au total en France, 522 juges des enfants, qui doivent traiter, ça c'est les chiffres de décembre 2023, plus de 263 000 mineurs suivis par les juges pour enfants. Donc on a 522 juges des enfants pour traiter 263 000 mineurs. Donc on voit bien ces chiffres qui permettent d'avoir quand même une idée de la saturation de la justice des mineurs. Pour terminer, une information qui est un peu plus positive. Très récemment, la commission, d'enquête de l'Assemblée nationale, qui avait commencé il y a quelques mois sur les manquements des politiques de protection de l'enfance, qui avait été suspendue suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, va reprendre très prochainement et de même que le Sénat qui semblerait avoir décidé aussi de se pencher sur la question, de la protection des mineurs, qui aurait décidé de lancer une mission, d'information. Donc tout ça est très positif dans le sens où il semblerait que les parlementaires aient décidé de se saisir, de, la thématique importante de la protection, des mineurs. Bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir, écoutée et je vous souhaite une très bonne suite de, colloque. Merci beaucoup.